So, ladies and gentlemen, thank you very much for staying or for coming back. It's been a very busy week this week, and we're very pleased that yesterday we were able to find a political agreement on the reform of the Common Agricultural Policy. You should have a press release and an explanatory memo available in English and French. The Commissioner was very keen to come down to give an introduction and to respond to questions that you may have. Perhaps I could also underline that this press conference will be followed by a technical briefing off the record, so you can't quote the officials' names, but this is to explain the more technical elements of the reform. But obviously it's a political reform as well, and this is why Commissioner Cioloș would like to say a few words. Commissioner. Merci et bienvenue à tous. On a déjà eu l'occasion de parler de cet accord politique qui est intervenu hier suite au Conseil de ministres qui a eu lieu à Luxembourg en début de cette semaine et ensuite le dernier trilogue entre les Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne qui a eu lieu hier. Donc nous sommes arrivés au bout de 2 ans et demi, je dirais, mais plus que ça de travail de préparation de cette réforme. Je vous rappelle, la Commission européenne a présenté les propositions législatives de cette réforme en octobre 2011, suite à un large débat public et un travail préparatoire. Et donc nous voilà fin juin 2013 avec un accord politique sur cette réforme. Je vous rappelle, une réforme qui s'est fixée comme objectif d'assurer l'alimentation des Européens en termes de quantité, de qualité, mais aussi de diversité, d'assurer aussi une bonne gestion des ressources naturelles, le sol, l'eau, la biodiversité, et en même temps d'assurer un développement équilibré des territoires, des zones rurales et de maintenir et développer l'emploi en milieu rural. Je dirais que cette réforme, c'est le début d'un changement de paradigme dans la politique agricole commune, puisque je pense que c'est pour la première fois depuis longtemps que nous changeons pas seulement des règles ici et là, mais nous touchons à la répartition même des ressources financières qui alimentent cette politique agricole. Et l'objectif, c'était d'assurer une politique agricole commune plus juste, une politique agricole commune plus économique, une politique agricole qui réponde mieux aux attentes de la société, et une politique agricole commune qui prend en compte aussi les réalités européennes d'aujourd'hui. Une politique agricole commune donc plus juste, qui met l'argent là où sera nécessaire pour développer l'économie et que chacun ait la possibilité de se développer. Et ici, quand on parle de la justice, de plus de justice dans la répartition des aides, je vous rappelle qu'avec cette réforme, nous assurons une convergence des aides directes, une répartition de ces aides, à la fois entre les grandes et les petites, avec une réduction pour les grandes et une augmentation de soutien pour les petites exploitations, mais aussi une réduction des aides plus élevées à l'hectare et un renforcement de soutien pour les hectares qui étaient moins payés, parce que depuis les années 2000, on a toujours maintenu les références historiques quand on a parlé de la distribution de ces aides directes. En même temps, quand on parle de plus de justice dans la répartition des aides, je dirais aussi qu'on a souhaité assurer une discrimination positive des jeunes agriculteurs pour montrer clairement que ce soutien à l'agriculture en Europe est orienté vers l'avenir. Les jeunes étaient toujours soutenus dans la politique agricole commune avec certaines mesures spécifiques, notamment de l'aide à l'investissement. Mais pour la première fois, les aides directes, qui représentent la partie la plus consistante du budget de la politique agricole commune, est orientée maintenant de manière spécifique, ciblée,
avec cette discrimination positive vers les jeunes, puisque les premières 25 hectares, les premiers hectares donc pour les jeunes qui s'installent dans les 5 premières années après l'installation, donc ils auront 25% d'aide à l'hectare de plus. Nous accordons aussi un soutien spécifique pour les secteurs fragiles en maintenant donc des aides couplées qui peuvent être orientées vers des secteurs qui ont des problèmes spécifiques dans la limite de 8% de l'enveloppe des aides directes pour les États membres qui avaient un niveau de couplage très réduit ou de 13% pour les autres États membres qui avaient des aides couplées entre 5 et 10% jusqu'à maintenant. Et toujours, ces aides couplées, en pourcentage de 2%, on les oriente vers le secteur de la culture des protéagineuses pour contribuer de cette manière aussi à réduire la dépendance des importations pour les protéines végétales, très important pour le secteur animalier. Cette politique, donc je disais, elle est plus juste et plus ciblée, mais elle est orientée de façon à répondre plus aux attentes sociétales. Et ici, nous avons renforcé l'idée que dans le programme de développement rural, 30% de financement sera toujours orienté vers des mesures environnementales, mais aussi vers des investissements verts et des investissements qui contribuent aussi à la réduction de l'impact des changements climatiques. Donc, on renforce par rapport à la période budgétaire actuelle, quand on avait 25% de ces aides orientées vers l'environnement et changement climatique. Maintenant, on a 30%. Mais aussi, dans le premier pilier, 30% des aides directes sont aussi réservées à soutenir des pratiques environnementales durables à l'échelle européenne, sur toutes les terres agricoles européennes et pour tous les agriculteurs, puisque ces mesures de verdissement, elles sont obligatoires pour tous les agriculteurs. C'est une réforme qui oriente la politique agricole commune vers plus d'économie, puisqu'on a replacé l'agriculteur au cœur de son métier et on lui donne aussi les moyens de réagir sur le marché. Ces dernières années, avec les réformes précédentes, beaucoup de mécanismes de gestion des marchés qui étaient révolus, qui appartenaient au passé, ont été éliminés. Mais on n'a rien mis à la place et on a laissé souvent les agriculteurs et souvent des secteurs fragiles au bon merci des fluctuations de prix sur le marché ou alors des situations de crise quand on s'est pressé à réagir avec des instruments qu'on essaie d'adapter sur les coûts. Vous vous rappelez de différentes crises du secteur laitier ou dans le secteur des fruits et légumes ces dernières années. Avec cette réforme, on laisse le marché jouer son rôle, mais en même temps, on donne aux agriculteurs de pouvoir jouer aussi, eux, leur rôle sur le marché à travers leur organisation professionnelle, puisqu'on a renforcé le rôle des organisations professionnelles à caractère économique, organisations interprofessionnelles, mais on est venu aussi avec des mécanismes de gestion de crise où on donne la possibilité aux agriculteurs d'agir dans de telles situations. Et ici, on a prévu des mesures spécifiques pour des secteurs comme le secteur d'huile d'olive, la viande bovine, le secteur laitier, les céréales, le secteur vin. Pour le secteur sucre aussi, on a éliminé le mécanisme des quotas, mais à la place, on a mis aussi des systèmes contractuels qui donneront la possibilité aux producteurs d'assurer un certain équilibre entre ce qu'ils produisent et ce qu'ils peuvent vendre sur les marchés. Mais donc, on a toute une série d'éléments qui nous permettront d'intervenir dans des situations de crise ou dans des situations de dysfonctionnement grave de marché. Et l'autorité publique interviendra seulement dans des cas de dysfonctionnement grave de marché. Pour toutes les autres situations, on a souhaité renforcer le pouvoir des producteurs eux-mêmes à pouvoir réagir. Et donc, je disais, on est venu avec l'adaptation de mécanismes sectoriels pour le secteur du sucre avec l'élimination de quotas à partir de 2017, mais on remplace cela avec un système de contractualisation et un rôle renforcé pour les organisations interprofessionnelles.
On est revenu aussi avec un autre modèle plus adapté de gestion dans le secteur viticole, puisqu'on a renoncé aux droits de plantation qui étaient rigides et figés, et on est venu avec un système d'autorisation de plantation qui donne un certain dynamisme à l'évolution du secteur viticole et qui lui permet de répondre aussi à l'évolution du marché, de la demande sur le marché. Je vous rappelle que le vin, c'est un des secteurs les plus dynamiques en termes de vente et même de développement des exportations. Mais en même temps, avec ces systèmes d'autorisation de marché, on a un certain suivi des surfaces viticoles pour faire en sorte que la qualité et la spécificité territoriale soient préservées. Et je disais, on a une politique agricole commune qui est plus adaptée à l'Europe d'aujourd'hui, qui a gagné en diversité. Et l'agriculture et l'espace rural, c'est un des domaines où cette spécificité ou cette diversité européenne se manifeste le plus. On a voulu garder des objectifs communautaires, des instruments d'action communautaire à l'échelle européenne, mais donner un certain degré de flexibilité dans l'application de ces instruments pour que les États membres et les régions puissent prendre en compte cette spécificité locale. Et c'est le cas pour la convergence des aides directes, où nous avons mis certaines limites, un minimum de 60% de convergence, c'est-à-dire que tous les aides directes les plus petites à l'hectare devront remonter jusqu'à au moins 60% de la moyenne nationale ou régionale, tout en assurant aussi une réduction des aides les plus élevées jusqu'à un niveau de 30%. Mais le modèle d'application de ce niveau laisse une certaine flexibilité aux États membres pour que l'Espagne, par exemple, puisse prendre en compte sa spécificité de forte diversité des types de production et de forte diversité de géographie aussi agricole. C'est le cas de l'Espagne, mais c'est aussi le cas de l'Italie. Mais pour qu'en même temps, des États membres d'Europe de l'Est qui sont rentrés dans l'Union européenne avec un certain modèle d'aide à l'hectare puissent le préserver avec certaines adaptations, notamment avec cette possibilité pour eux aussi d'assurer une redistribution des aides des exploitations qui ont un nombre plus grand d'hectares vers des exploitations qui ont un nombre d'hectares plus réduit. Et donc les États membres auront la possibilité d'augmenter les paiements directs pour les premiers hectares. Donc pour tous ces éléments, on a donné des flexibilités pour que justement cette diversité européenne puisse être prise en compte et que la diversité ne soit pas un facteur qui empêche l'évolution, mais ne soit pas une faiblesse, mais qui soit un atout qui puisse être mis en valeur. Nous sommes venus en même temps, sans rentrer dans les détails, avec des instruments qui nous permettront à la Commission européenne d'assurer une gestion plus transparente de l'allocation budgétaire pour la politique agricole commune et d'assurer aussi une gestion plus correcte ensemble avec les États membres pour pouvoir rendre compte aux contribuables européens de la manière dont on dépense l'argent européen. Voilà les quelques éléments que je voulais souligner. Si vous avez des questions sur des points plus précis, je suis à votre disposition.